Locomotive. Les locaux motivent les locaux. Mais pas que. Parce qu'ils peuvent motiver d'autres personnes que des locaux. Bonsoir tout le monde. Ce soir dans Locomotive, je reçois Gilles Goncalves et Marjolaine Regatieri. Notre première invitée, Marjolaine Regatieri. Alors Marjolaine, non, tu n'es pas la plante médicinale réputée pour ses vertus calmantes, mais bien Marjolaine Regatieri en chair et en os. Tu es comédienne et metteur en scène professionnelle pour le théâtre et le cinéma depuis plus de 20 ans. En fait, tu travailles depuis toujours dans le monde de l'influence et tu as également travaillé à un poste stratégique pour la plus grande agence de publicité de France. On ne dira pas lesquelles. Ce qui fait de toi donc une experte en conditionnement et déconditionnement humain. Aujourd'hui, tu as développé une technique unique dans laquelle tu cherches l'histoire que raconte la personne à travers sa voix, sa posture, pour découvrir qui se cache derrière. Tu accompagnes soit en stage, soit en individuel, des personnes qui souhaitent faire un vrai travail de développement personnel. Marjolaine, comme tu aimes à le dire, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ah, c'est ça. Notre second invité, Gilles Goncalves, qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. Gilles, tu as des hyperperceptions depuis ton plus jeune âge et tu es spécialiste des états de conscience modifiés, master praticien en thérapie brève neuro-intégrative et fondateur de l'école de médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne Oatienne qui se situe à Genève. Tu es également grand maître, ceinture noire 5e dan de Viet Vo Dao, un art martial vietnamien traditionnel. Et pour finir, tu es président de la Fédération européenne des médecines naturelles et complémentaires. Bon là, c'est vrai que j'ai raccourci ton parcours parce qu'il est tellement riche et tellement long que sinon j'aurais jamais eu le temps. Comme tu aimes également à le dire depuis ta plus tendre enfance, rien de neuf sous le soleil. Marjolaine et Gilles, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma toute première question est comment concevez-vous vos stages? Alors, honneur aux femmes pour répondre peut-être. Marjolaine. Eh bien, alors me concernant, ça part d'un besoin déjà, d'un constat, et puis après d'une envie aussi. Je m'inclus dans la conception parce que c'est très important pour moi de voir que le monde peut changer en fait. Et pour que le monde puisse changer, il faut d'abord qu'on puisse se changer nous-mêmes. Donc moi, c'est mon envie, c'est de voir de plus en plus de gens qui arrêtent de courber le dos ou qui puissent vivre et exprimer qui ils sont dans la vie qu'ils ont choisie. Voilà. D'accord, ok, merci. Gilles. Alors, les stages sont conçus de manière à ce que les personnes aillent chercher au fond d'elles-mêmes les problèmes fondamentaux, donc les lésions premières au niveau de leur stress émotionnel, de manière à pouvoir les dégager. Donc, l'idée avec Marjolaine, c'est de construire ces stages d'après l'anamnèse de la personne qui est là, c'est-à-dire de son besoin, de son souhait, de ce qui la dérange. Et nous, on va aller creuser, savoir si ce qu'elle évoque c'est vraiment le fond de son problème ou s'il n'y a pas autre chose qui est greffé, qui est beaucoup plus important et qu'il est par là même beaucoup plus important également à solutionner. Donc ensuite, on a une sorte de mise en réaction du système des personnes pour voir si effectivement ils sont sur la bonne tonalité émotionnelle, donc sur le bon étage du bon problème. On ne se laisse pas embarquer dans leurs émotions comme ça. Et puis, on leur donne du matériel neuropsy pour qu'ils puissent travailler eux-mêmes sur eux, c'est-à-dire qu'ils puissent être complètement autonomes à la sortie du stage, parce qu'il est bien évident que être dans l'engouement du stage pendant quelques jours et planer un peu quelques jours après le stage, c'est une chose, mais l'efficacité, la transformation, elle doit se continuer et nous, on se fait fort de leur donner des outils après stage. Justement, c'était ma prochaine Ah. question. Autour de quoi s'articulent justement vos stages, Marjolaine? Alors, c'est moi. Donc, autour de tout d'abord la mise en réaction.
la mise en réaction pour faire surgir le comportement qui est caché, le comportement qu'on va refouler normalement et qui est aussi celui qui nous met dans des schémas répétitifs et voire destructeurs. Donc, les stages s'articulent autour de ces techniques-là. Et puis, ensuite, une fois qu'on a révélé ce comportement, eh bien, on va justement pouvoir s'en détacher avec des solutions ou des exercices neuropsy, comme vient de l'expliquer Gilles, et qui vont permettre à la personne de se libérer et de transformer le schéma bloquant en schéma libérateur avec une force qui lui appartient. Très, très bien, merci. Gilles? De mon côté, en fait, je reprends ce qu'a dit Marjo dans le sens où la mise en réaction est extrêmement importante. Mais je voudrais quand même souligner que entre ce que les personnes évoquent comme étant leur problème et leur réel problème, il y a parfois une marge et des univers qui sont colossaux, des écarts qui sont colossaux. Et là, c'est notre domaine, Marjolaine et moi, d'aller regarder exactement si on est dans le réel contexte du vrai problème de fond, si ce n'est pas un problème déguisé qui masque quelque chose de beaucoup plus important encore à venir régulariser. D'accord. Et justement, comment vous débutez vos stages? Comment ça se passe, Marjo? Eh bien, on commence tout d'abord par des exercices qui vont permettre de scanner. Alors là, je crois que Gilles et moi, on fonctionne pas tout à fait pareil. Donc moi, j'ai une manière un peu particulière de scanner. Je sais que Gilles, il n'a pas besoin d'exercice ou de quoi que ce soit pour scanner. Moi, si. Donc, me concernant, moi, ça va être à travers les exercices qu'on propose que je vais pouvoir percevoir le comportement de la personne, qui soit le comportement physique, psychologique, le comportement vocal. Et ça va me donner des informations pour ensuite trouver le chemin pour accompagner au plus près chaque personne. Voilà, parce que évidemment, quand on travaille en groupe, eh bien, on travaille sur chacun individuellement. Chaque personne est différente et notre accompagnement, il est là aussi, de pouvoir accompagner chacun sur sa problématique. Bien sûr. Donc, Gilles, toi, ta méthode qui est complètement différente, tu fais comment, toi? Ça repose sur mon expérience de cabinet. J'ai 52 ans, donc ça fait à peu près une 25-30 ans que je traite. Donc, j'ai vu un nombre assez conséquent, plusieurs dizaines de milliers de personnes en cabinet, en privé, en one-to-one. Donc, j'arrive rapidement à cerner qui fait quoi, selon son comportement, son dialogue, ce qu'il exprime et le type de problématique qu'il emmène, en fait, qu'il veut travailler dans ce stage. Donc, je me sers de cette expérience-là. Je creuse ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire un petit questionnement entre nous. Et puis, j'examine, quand Marjo met en réaction les personnes, j'examine aussi de mon côté quel comportement type est-ce qu'elles dégagent, comment elles réagissent à l'exercice et est-ce que en fait la personne est réellement sur l'exercice ou si elle n'est pas en train de surjouer quelque chose d'autre. Puis ensuite, évidemment, tout au long du stage, on développe des méthodes pour régulariser, aider, débugger, déprogrammer leur stress émotionnel, chacun avec un panel de méthodes qui se ressemblent, mais qui vont aider les patients donc avec soit du comportemental, soit de la neuropsy appliquée en fait. D'accord. Là, on parle bien de stage de développement personnel. Et justement, à ce titre, quelle est votre vision justement du développement personnel aujourd'hui? Parce qu'on entend tout et beaucoup et un peu des fois n'importe quoi. Ouais, je réagis du coup, je te coupe un peu la parole, Marjo. Je trouve que le développement personnel, c'est surjoué. On n'a pas besoin d'autant de stages de développement personnel et il faut bien savoir de quel point de départ on démarre en fait notre regard sur le monde, c'est-à-dire qu'il faut souvent aider les gens à considérer qu'ils n'ont pas un si grand problème que ça, en numéro 1. Et en numéro 2, sont concernées les personnes, entre guillemets,
qui peuvent aller vers des stages de développement personnel. Moi, je dirais plutôt de débugage réel que développement personnel, dès l'instant où elles constatent un réel problème dans leur cycle de vie récurrent. Si c'est les petits bobos du quotidien, les petites impasses, les frustrations, franchement, ça sert à rien d'aller vers ces stages-là. C'est pas notre point d'appel. On n'aime pas d'ailleurs ce type de personne qui vient pour un oui ou pour un non faire du développement personnel, ésotérico, mystico, barré, etc. En tout cas, de mon point de vue, le monde du développement personnel, il est surjoué avec pas forcément des compétences bien adéquate pour les gens, ce qui fait qu'ils enchaînent stage après stage, toujours dans leurs insatisfactions parce qu'ils n'ont pas compris que leur frustration venait probablement d'autre chose, peut-être une mauvaise gestion de leur vie au quotidien. Donc ça, c'est pas des stages de développement personnel qu'il faut faire. Hein. D'accord. Ta vision, toi, Marjolaine, là-dessus? Oui, ben moi je partage l'avis de Gilles et puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un amalgame entre le développement personnel et le bien-être. Il y a énormément de gens qui vont faire des stages de développement personnel en pensant que vraiment ça va être très ressourçant, très reposant. Et j'aime bien prendre cet exemple parce que si en réalité on a envie d'aller faire une thalasso pour se ressourcer, une thalasso c'est un stage, enfin c'est un moment de bien-être. Ouais. On n'est pas dans un stage de développement personnel. Le développement personnel, c'est vraiment quelque chose, il y a une transformation. Et on sait très bien que l'humain a du mal à transformer parce qu'on n'aime pas le changement. L'humain n'aime pas changer, il n'aime pas souffrir, il n'aime pas l'effort. Donc le stage de développement personnel, le vrai, va lui demander un changement, des efforts pour aboutir à une transformation. Donc, au final, on est loin de cette îlot de bien-être. Le bien-être, il va arriver, mais plus tard. Et nous devons d'abord passer par cette case de travail sur soi. Et en réalité, c'est ça le développement personnel, en tout cas, comme moi je le conçois, et c'est pas ce que je vois. Je vois beaucoup d'amalgame entre le bien-être et le développement personnel. Finalement, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, et puis au bout du compte, développement personnel, c'est pas vraiment du développement personnel. Moi, j'ai aussi noté qu'il y avait quand même pas mal de débutants dans ces stages-là, en tout cas pour ceux qui les proposent. Et c'est un marché qui est même, je dirais, moi, envahi de gens débutants qui proposent des formations ou des stages de développement personnel. Votre avis là-dessus, Marjolaine en premier? Oui, moi je suis tout à fait d'accord et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'en fait, on est dans un monde médiocre aujourd'hui parce que les gens n'évoluent plus. On est dans un monde qui va vite où on veut tout savoir vite, on zappe, on fait des copier-coller, ça y est, c'est bon, on a tout compris. Et en réalité, on n'a pas acquis la connaissance suffisante, on n'a pas acquis l'expérience. Et quand autrefois, on va parler un petit peu d'autrefois, eh bien, lorsque les gens apprenaient quelque chose, on disait souvent que l'élève dépasse le maître. Et je trouve que ça s'est perdu, ça s'est arrêté et que ça empêche le monde d'évoluer. Et c'est dommage parce qu'effectivement, l'élève doit dépasser le maître. C'est-à-dire qu'après avoir appris, compris, expérimenté, eh bien, l'élève va être en capacité d'amener son expérience, sa vision sur les choses et certainement même de transformer et donc de dépasser le maître. Et c'est comme ça que le monde pourrait, à mon sens, évoluer vers quelque chose de meilleur dans le développement personnel notamment. Bien sûr, et dans d'autres disciplines, c'est toujours, on forme des futurs maîtres, en fait, on forme des élèves pour qu'ils deviennent les maîtres de demain. C'est quoi? Moi, j'y crois pas trop tout ça parce que définitivement, ce qu'on peut proposer en tant que professionnel et animateur de stage ne va dépendre que de la maturité de l'animateur et de son cursus. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas déjà professionnellement de cursus adapté, ni en cabinet, ni autre, ni une expérience telle qu'ils savent à qui ils s'adressent, quelles sont les structures humaines sous-jacentes. C'est très superficiel. Donc, du coup, déjà, eux, bon, évidemment, le niveau est petit, mais quant à ce qu'on soit dans le cadre de l'élève qui dépasse le maître, bon,
J'y crois absolument pas. Déjà, il faudrait qu'il y ait des compétences avérées. On diagnostique pas n'importe quoi, n'importe comment, en surfant juste sur des vagues, Ouais. des grilles de lecture qui se font dans n'importe quel bouquin de la Fnac. Je dirais que le problème est entier, c'est-à-dire on voit la répétition de plein de grilles de lecture qui se propagent, qui sont tellement faciles. C'est de la psychologie de comptoir. A contrario, c'est un vrai métier, il faut le savoir, il faut quand même avoir une inspection de l'individu, un respect de l'individu et savoir où on l'emmène dans sa transformation. Pas juste lui envoyer des grandes phrases toutes faites, un petit peu comme pourrait le faire le New Age, parce qu'aujourd'hui, le marché du développement personnel, qui est déjà un terme galvaudé, on devrait plutôt dire aider la personne à débugger ses stress émotionnels. Donc, aller chercher le débugage de sa vraie souffrance, hein, plutôt que de chercher à le développer, déjà, c'est à le soigner. Donc, ça demande une vraie anamnèse. Et je pense que le niveau, comme disait Marjolaine, est tiré par le bas, parce que n'importe quelle personne, et nous on le voit en stage, on limite les dégâts, parce qu'on est assez vigilant là-dessus, mais n'importe qui peut venir en stage, débuter, prendre notre matériel et tout de suite vendre un stage derrière. C'est ce qui se fait beaucoup. Mais c'est une génération TikTok, hein. On se filme, on se met en scène, on a l'impression d'être une star. Donc, quand tu as dépassé les enseignants et les maîtres, on en est loin, je pense. Et justement, un vrai professionnel, ça ne se dépasse pas comme ça. Je voudrais rebondir à ce propos. Je vais donner un exemple, quelque chose de très concret. Lors d'un stage, j'ai eu un jour une personne qui était en formation pour devenir justement thérapeute, accompagnée, etc. Et donc, elle était dans le stage et nous faisions un exercice avec des masques. Et c'est vrai que quand on regarde, on peut se dire, ah ben c'est bon, j'ai compris l'exercice et je suis capable de faire l'exercice. Elle est venue me voir à la fin de la session et en me demandant si justement elle pouvait, pour son examen, se servir de cet exercice pour faire, pendant qu'elle serait notée, cet exercice à des élèves. Donc, je l'ai déjà mise en garde en lui disant que ce qu'elle voit, c'est pas ce qui est dessous, c'est un petit peu comme un iceberg en fait, hein. On voit et en fait dessous il y a la théorie, il y a l'expertise, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et bon ben suite à mon conseil, donc je lui ai déconseillé de faire l'exercice. Elle l'a tout de même fait. Et elle a quand même eu l'honnêteté de me dire par la suite qu'en fait, ça s'était extrêmement mal passé parce qu'il y a deux personnes qui sont parties en pleurs et qui ont quitté la salle et qu'en fait, elle n'a pas pu intervenir. Bien sûr. Donc voilà, c'est juste pour donner un exemple de ce qui peut se passer quand on observe et qu'on croit avoir compris parce que le schéma posé est simple. Mais dessous, il y a d'autres choses et c'est en dessous qu'il faut comprendre. Alors le problème, effectivement, comme Marjo le soulignait, moi je l'interprète en disant que le monde du développement personnel est très psychologique, donc c'est très subjectif. Donc c'est très facile de donner le change avec deux, trois techniques qu'on a vues quelque part, qui sont subjectives, hein, de faire croire aux autres qu'on maîtrise ces techniques. Mais il faut quand même pas oublier que c'est de la même manière. On ne peut pas tricher avec le corps physique, c'est-à-dire tu vas prendre ton premier cours de tennis, on t'apprend un coup droit, ça ne viendrait pas à l'idée de donner des cours de tennis derrière, ni de te prendre pour Djokovic. Pourquoi ? Parce que c'est tangible. Or, on est dans un monde subjectif, intangible, et là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est pourquoi on retrouve des formations ni fait ni à faire avec des personnes qui n'ont aucun bagage, qui ont juste cliqué à droite à gauche dans des stages ou dans des bouquins, parce que c'est facile et intangible, et tu peux leurrer un peu qui tu veux dans l'intangible. Par contre, tu vois, si c'est du physique, c'est juste pas possible. Hein. Moi, j'ai vu des stages où on te propose en 15 jours d'être expert de quelque chose quand même. C'est compliqué. Le problème, c'est que l'expertise, elle se valide sur quoi ? On peut, mais elle se valide sur quoi ? Il faut quand même déjà qu'il y ait un suivi, souvent, un bagage minimum. Souvent, elle se valide par c'est une formation diplômante de 15 jours au bout de laquelle tu as un diplôme disant que tu es devenu maintenant expert en…
ceci Ça ou n'est expert pas en un cela. diplôme. J'attire ton attention, Ouais, Sébastien. Ce ne sont pas des diplômes. Ce sont d'accord. des certificats de fin de pratique. Ouais. Ouais, Ce mais ne c'est sont pas vendu. des Le truc, diplômes. le truc qui est un petit peu Ouais. C'est, fallacieux, c'est que c'est vendu sous titre ouais. de diplôme. Hein. Voilà, On c'est peut en ça. parler pendant des heures parce que l'idée d'être expert de quelque chose veut dire que entre ta formation de départ et le moment où tu as un titre d'expert, il te faut du temps, Ouais, avoir accumulé des stages, de la maturité et de la pratique. Voilà. mm, mm. Donc, si en 15 jours, l'intitulé, c'est être expert, ça ne sert à rien. Si, par contre, il y a une maturité, une pratique dans le temps et qu'à un moment donné, il y a une expertise, pourquoi pas, hein. Oui. Moi, j'avais une autre question. C'est pour quelles raisons, en fait, les gens se sentent-ils toujours satisfaits quand ils font un stage? C'est le truc, quoi. C'est-à-dire que personne ne remet en cause tout ça. Et c'est un système qui continue de fonctionner parce que quand tu en parles aux gens, finalement, ils sont super satisfaits. Ils ont dit, moi, j'ai fait un stage de 15 jours. Ah putain, c'est super, j'ai un diplôme, je vais pouvoir m'installer et commencer à exercer, quoi. Répondre. Si tu veux. Ça s'appelle le delta de satisfaction versus le delta Ouais, de transformation. d'accord. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un cabinet thérapeutique, médical ou autre, tu rentres dans un état X et tu sors dans un état Y où tu as été pris en compte, etc., soulagé. Donc, ça te fait du bien. Donc, c'est ton delta de satisfaction. Tu Ouais, as été pris en compte, ton état émotionnel a changé. Et souvent, on prend ça pour un delta de transformation, c'est-à-dire une énergie transformante. ouais, Dans un stage, tu rentres la première heure dans un certain état émotionnel, tu sors au bout de 2 jours dans un autre état émotionnel, tu es content d'avoir fait ton stage, tu as vécu, appris des choses, donc tu as un quota de satisfaction et tu vas voir que tous les témoignages après les stages sont toujours des témoignages où les personnes te disent que c'était génial. ouais, On peut dire le dithyrambique, quoi. contraire, elles viennent de Ouais, vivre bah, quelque chose d'assez intéressant pour elles, hmm, qui change de l'ordinaire. Donc ça, c'est leur delta, donc le niveau de satisfaction, quoi, la force de satisfaction. Et souvent, on confond ce delta de satisfaction, donc avec des superbes témoignages, avec le facteur transformateur. La plupart du ouais, temps, ouais, il y a un delta de transformation qui est tout petit dans les stages. Donc, entre la satisfaction et la transformation, l'amalgame est vite fait, c'est génial, mais tu vas voir que au final, quelques jours après, il se passe plus rien. Ça retombe comme un soufflet, et voilà. Donc, c'est pour ça que, en fait, il y a cette espèce d'engouement, et tu entendras toujours les gens hyper satisfaits de tout, mais il se passe jamais rien, en fait, ou peu. ouais, ouais. D'accord. Marjo, un retour là-dessus, toi? Oui, non, moi je j'entends pas toujours des gens satisfaits, donc j'abonde complètement à ce que Gilles vient de dire, et je trouve que c'est bien aussi si déjà ils sont contents de ce qu'ils viennent de vivre ou qu'ils considèrent avoir appris, et qu'ensuite effectivement le bénéfice du stage ça va se voir et se traduire dans le temps. Et c'est là où Ouais, ils pourront vraiment faire l'expérience de est-ce que ce stage leur a apporté quelque chose ou pas. Mm. ouais, Ouais, c'est ça. Mais pour ça, en fait, il faut qu'au départ, nous, on se fasse fort d'aller trouver l'authenticité du participant et pas le laisser dans une sorte de mensonge récurrent dans lequel ouais, il est au niveau de ses cycles émotionnels, en croyant imputer tous ses problèmes à telle et telle chose. C'est à nous d'aller récurer, décaper ça, de manière à voir si le personnage, à la base, est vraiment calé, centré, pour pouvoir justement développer quelque chose ou l'aider, hein. Donc, c'est tout un art et qui dure plusieurs jours en général. Et justement, vos stages, vous les faites en visio ou vraiment en présentiel? Parce que je sais qu'il y a deux grosses tendances. Euh, Non, présentiel. Présentiel. Bah, on le fait en visio quand on n'a pas le choix et que ouais, vraiment, à d'accord. cause de ce qui se passe en ce moment, tout est bloqué et que Hmm, les gens ont besoin de continuer à avancer un peu. Mais la qualité du présentiel est irremplaçable parce que quand on est sur place, on voit la personne en live en 3 dimensions, mhm, dans le contexte, alors que derrière un petit bout de caméra, le décor, on peut faire croire ce qu'on veut derrière. ouais, Le ressenti émotionnel est extrêmement fort, il s'exporte instantanément et vibratoirement tout de suite. Donc, il y a cette espèce d'énergie collective qui est là en plus. Et nous, on a une analyse bien meilleure et bien plus objective quand on a la personne en face, avec toutes les réactions corporelles, hein, qui sont difficiles à percevoir à travers une petite caméra.
D'accord. Marjo, Oui, et ton puis avis là-dessus? c'est vrai que le fait d'être en groupe aussi est particulièrement important parce que Mhm. le Mhm. groupe, il est porteur de tout ce qui se passe. C'est aussi le reflet. J'ai pas envie de dire le miroir, je préfère parler de reflet parce qu'il va refléter quelque chose. Et le groupe, c'est aussi moi. Hein, je retrouve dans chaque personne du groupe une partie de moi-même. Donc, il y a vraiment un travail qui est très intéressant en présentiel avec le groupe pour ces raisons-là aussi. Absolument. Est-ce que vous travaillez toujours ensemble ou vous avez des stages chacun de votre côté? On a des stages chacun de notre côté, voilà. Euh, Par exemple, moi, j'accompagne des personnes individuellement sur l'expression, puisque c'est vraiment mon domaine, Bah oui, oui. exprimer, j'ai envie de dire son authenticité, mais sous toutes ses formes, dans sa communication, dans le verbal, dans le corporel. Donc, j'accompagne tout type de public aussi. Et je travaille en entreprise. Je fais des stages en groupe ou des accompagnements individuels. D'accord. Et toi, Gilles? Bah, déjà, j'ai une école de médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne qui me prend beaucoup de temps, donc ce sont des Mhm. cursus assez longs. Et puis, C'est des cursus de combien de temps? normalement, c'est 4 ans, mais Ouais. après, en présentiel, on comprime ça de manière à ce que les étudiants viennent le moins longtemps possible ici, travaillent le plus chez eux, quoi. Mhm. Ensuite, bah, j'ai mon côté neuropsythérapie brève que je mets en route à travers certains stages de déprogrammation des stress émotionnels également. D'accord. Et donc, tant en stage qu'en individuel, on se rejoint conjointement avec Marjolaine Mhm. pour combiner nos deux pratiques et avoir une synergie qui est extrêmement intéressante. Ouais. Justement, c'était aussi l'objet de ma première question, c'est est-ce que vous servez de méthodes qui utilisent des états modifiés de conscience? Ah oui. Je dirais que l'état modifié de conscience, c'est quelque chose qui est prépondérant à chaque fois qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que là, tout de suite, nous sommes dans un état modifié de conscience. Comment on pourrait le définir? C'est-à-dire qu'il n'est pas ordinaire par rapport au moment où je suis chez moi en train de faire autre chose. Je suis dans un D'accord. autre état. Mm. Dès l'instant où tu changes d'activité, de perception et de concentration, tu changes d'état de conscience. Donc on appelle ça des états modifiés, mais tu en as des milliers par jour. Donc ensuite, on s'en sert en thérapie et effectivement, peut-être vous le connaissez mieux sous l'appellation d'hypnose. Ouais. Donc on met la personne en état modifié de conscience pour aller chercher certaines problématiques ou induire certaines choses sur certains plans. Moi, je m'en sers aussi dans ma thérapie de tous les jours, mais Mhm. naturellement, quand tu as un lien avec ton patient, moi et lui, on est déjà dans des états modifiés de conscience. Donc après, on peut les emmener et exporter beaucoup plus loin pour aller chercher des choses subliminales bien plus fortes, dans nos étages inconscients beaucoup plus forts. Ouais. Donc évidemment, ce sont des pratiques dont je ne vais pas parler là parce que techniquement, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est d'aller chercher au bon niveau et le plus profond qu'il soit la source du problème et pas les reflets de ce problème à d'autres niveaux de conscience. Donc on peut vite se tromper justement dans cette pratique des états modifiés de conscience, c'est-à-dire que tout se reflète dans tout. On peut aller chercher un problème qui est absolument pas causal, dont la source première, l'émission première est dans des étages profonds. Donc peut-être le praticien n'a pas assez de compétences pour aller le chercher. Ok. Marjo? Oui, oui, moi je peux parler aussi un objet qu'on utilise justement dans nos stages, c'est le masque, Ah, le masque Ah oui. neutre, parce que le magnifique. masque, il va vraiment justement immédiatement faire entrer la personne en état modifié de conscience et aller chercher profondément, très en profondeur, eh bien, encore une fois, le comportement, celui qu'on essaie de cacher, celui qui nous dérange, et le masque qui va révéler ça tout de suite. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois que ça a été révélé ou mis en lumière? Eh bien, en fait, la personne, elle a le choix entre assumer ou ne Mhm. pas vouloir assumer. C'est un choix aussi. Oui, bah Ne oui. pas vouloir assumer ce qu'on vient de voir, ou en fait, on vient simplement de voir son propre fonctionnement. Et ce travail aussi avec le masque permet d'aller libérer.
C'est-à-dire qu'une fois que ça a été mis en lumière, que ça a été vu, en règle générale, on se libère aussi. Donc voilà, donc ça, c'est un objet qui permet vraiment d'entrer différemment dans un état modifié de conscience. Et Oui. c'est très, très fort comme exercice. Tous les exercices qu'on fait ensemble avec Gilles, avec le masque, c'est vraiment des grands moments et pour la personne et pour nous aussi, même si nous, on sait ce qui va se passer, mais Ouais. c'est très fort parce que ça travaille beaucoup et très en profondeur. Ouais, finalement, on ne peut C'est pas se vrai que cacher derrière un masque. non, le masque porté par l'individu nous sert à le démasquer. Ouais. Donc, on va rentrer dans les profondeurs de son authenticité progressivement sur plusieurs heures. Et il va effectivement se rendre compte de comment il est positionné à l'intérieur de lui. Donc, quels sont les affres qui sont venus se greffer dans son système et dans sa vie, en fait. Moi, j'ai une autre question qui me vient là. C'est comment, en fait, s'est construite votre expérience? Marjo? Je commence, d'accord. Et honneur aux femmes, on va dire. Moi, j'ai envie de dire qu'elle a commencé depuis très jeune, puisque je suis née dans une famille de théâtre. Donc, j'ai appris à jouer déjà depuis très longtemps, depuis que je suis enfant. Je fais du théâtre et ensuite, j'en ai fait un métier. Donc, j'ai été comédienne, je suis toujours comédienne professionnelle et ça me permet de comprendre comment est-ce qu'on rentre dans un rôle, comment est-ce qu'on sort du rôle aussi et ce qui se passe, ce qui se joue en nous quand nous mettons un masque qui est le rôle qu'on nous donne à jouer. Et puis j'ai aussi une expérience de metteur en scène où là je suis toujours dans le jeu, mais c'est le jeu que je fais faire aux autres. Donc il y a beaucoup de psychologie autour du travail du metteur en scène. Et puis il y a aussi ce fameux jeu qu'on a avec le public, faire entrer le public dans une histoire, l'amener dans l'histoire, lui faire vivre l'histoire, lui faire vivre des émotions. Donc, on est toujours à travers ce jeu. Ce sont des jeux de rôle psychologiques, en fait, que nous mettons en scène. C'est un petit peu ce qui se passe dans nos vies aussi, puisque nous jouons tout plein de rôles tout au long de la journée et dans toute notre vie. Et j'ai envie de dire, excuse-moi de te couper, Marjo, mais tu as aussi une relation tridimensionnelle, c'est-à-dire que tu fais un travail du comédien pour qu'il rentre dans le rôle, pour qu'il puisse le jouer avec des autres et pour que toute cette mayonnaise puisse prendre ensemble tout l'ensemble du groupe et qu'ensuite tout ce groupe-là restaure en fait ou redonne en fait une histoire que lui n'a jamais vécu, mais qui va nous faire croire que finalement, on est bien dans cette tranche de vie-là. C'est ça, tout le travail consiste à faire croire que c'est vrai et que ça appartient à la personne là, tout de suite, maintenant, même si, évidemment, ça n'est pas le cas. Et puis, j'ai aussi une autre expérience qui est toujours dans la psychologie, même si parfois, on peut s'étonner de ce que je vais dire, mais en tout cas, j'ai travaillé donc dans la publicité, tu l'as dit tout à l'heure. Et là, j'ai vraiment compris et appris des méthodes de manipulation mentale. Donc, dans le mauvais sens du terme d'ailleurs, parce que la manipulation mentale n'est pas bonne et on le voit aujourd'hui, elle est vraiment extrêmement dangereuse. Ce qui a été bon pour moi, ça a été de découvrir ça et de voir les rouages et d'apprendre de ça pour, eh bien maintenant, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de faire vivre ça ou de transformer, aider justement les gens à ne pas se laisser happer psychologiquement par tout ce qu'on nous fait subir vraiment psychologiquement. Donc, en fait, toute mon expérience, elle vient de là, du théâtre, de la publicité. Et en fait, on va retrouver énormément de psychologie psychique, mais corporelle aussi dans ces arts et cette science du marketing et de la publicité. Ouais, la pub, c'est comment nous rendre dépendants de choses inutiles, toujours plus. C'est ce qui va demain faire en sorte qu'on va être heureux dans nos vies. Alors, c'est d'avoir cet objet, de posséder toujours plus. Ouais. Voilà, c'est vous faire croire que vous décidez des choix que vous avez faits. Et en réalité, c'est pas le cas du tout. Voilà.
C'est très sournois et très dangereux. Merci Marjo. Donc Gilles, toi, ton expérience elle s'est construite, je suppose, différemment du coup. Oui, dans mon parcours de vie, puisque je soigne des gens depuis petit, ce qui a attiré mon attention sur toutes les perceptions énergétiques, comment les décoder, qu'est-ce que j'en fais aussi, qu'est-ce que je fais à partir de tout ça, Oui. comment je le structure, est-ce que ce qu'on me raconte c'est vrai là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes dans le milieu énergétique avec des définitions de l'énergie qui sont un peu fumeuses, donc je rentrerai pas dans les détails, donc j'ai dû quand même trier énormément de choses. Et puis, à travers les arts martiaux vietnamiens et toute la partie interne, spirituelle des arts martiaux, qui m'a permis d'explorer énormément d'états modifiés de conscience, justement, à travers ce qu'on peut appeler succinctement des méditations, mais en fait, c'était un vrai travail. On allait bien au-delà de ça pour expérimenter tout un tas de choses. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres vietnamiens extrêmement bien formés sur ce sujet-là. Ce qui m'a donné le goût de continuer, donc d'aller faire des écoles de médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne, bien sûr, et puis des écoles de neuropsy. Donc je me suis construit à partir de mes perceptions, mais toujours en structurant de manière à pouvoir être très cohérent sur les propositions que je pouvais emmener à l'égard des patients et puis des sujets pendant mes stages. Ok, super, merci Gilles. Justement, ma toute dernière question, ça va être celle-là. Quand et où aura lieu votre prochain stage ensemble, Marjolaine et Gilles? Alors, les En dates septembre, sont non? les 10 et 11 septembre, oui. C'est ça. Et ça sera certainement sur Voiron. Mais D'accord. on va bientôt faire de la publicité Vous pour allez ça, on va communiquer informer. là-dessus, ouais, ok. Hmm. Où est-ce qu'on peut retrouver vos infos séparément ou communément, Marjolaine, Gilles, Marjo? Toutes tes infos, est-ce qu'on peut les Sur retrouver? mon site, Ouais, marjolaineregatieri.com, on a aussi d'accord. une page Facebook École de comportementaliste humain. Hmm. Donc voilà, on peut retrouver toutes les informations sur la page Facebook, je pense sur le site de Gilles aussi et sur mon site. Exactement, sur les pages Facebook, Gilles Goncalves. D'accord, très bien. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Et puis, pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche en dessous. Voilà, pour être tenu au courant de toutes les vidéos que je vous propose. Et en attendant, Marjo et Gilles, on se retrouve tout bientôt. À très bientôt pour peut-être un prochain stage avec vous. Avec plaisir. Eh bien, merci de votre présence en tout cas. Je t'en prie, merci Marjo, à très vite. Et puis À merci très vite. Sébastien, à bientôt. Au revoir. Merci, au Ciao, revoir. ciao.